Bonjour, je m'appelle Gwenaëlle, je suis déléguée générale du S3 Pays PACA, qui est le secrétariat permanent pour la prévention des pollutions industrielles. Donc, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans le premier café réponse en mode dématérialisé. Donc, c'est ce webinaire pour vous expliquer réponse et vous présenter des actions en lien avec réponse. Alors, tout d'abord, je souhaite vous avertir vous informer en tout cas que le webinaire est enregistré et qu'il sera mis en ligne sur notre site internet. Donc, on va déjà commencer par un tour de table des membres du comité de pilotage qui sont présents. Alors, Sébastien, je te laisse la parole pour te présenter rapidement. Oui, alors Sébastien Mathieu, je travaille au sein d'un organisme qui s'appelle Atmosud et on en parlera un peu plus longuement, hein, c'est ça Gwen, tout à l'heure on exposera un peu plus les missions d'Atmosud. Sébastien donc. Tout à fait. Alexandre? Oui, bonjour Alexandre. Donc pour ma part, je suis inspecteur de l'environnement au sein de l'ADREAL, donc qui a notamment en charge le contrôle des activités industrielles. Anthony? Oui, pardon, bonsoir. Anthony Degré, donc du Collège des collectivités, et je travaille à la mairie de Fos-sur-Mer. Nathalie? Jean-Jacques? Excusez-moi, j'avais un petit souci de matériel. Nathalie, je t'en prie. Oui, bonsoir, Nathalie Azema. Je suis chargée de mission pour le groupement maritime industriel de Fos et sa région, qui représente le collège industriel dans le dispositif Réponse, mais Marc Bayard vous expliquera tout ça également. Du coup, je passe la parole à Marc. Oui, donc bonjour à tous, Marc. Donc, comme vient de le dire Nathalie, donc je fais partie aussi des 3 représentants des industriels dans la démarche réponse. Et on est mandaté par le GMIF, donc que vient de présenter Nathalie, le groupement maritime industriel de Fos et de sa région. Voilà. Merci bien. Jean-Jacques? Jean-Jacques, ton micro ne fonctionne pas? Bon, je vais passer la parole à Hélène, du coup. Oui, bonjour, Hélène Negea, technicienne sanitaire à l'Agence régionale de santé. Merci bien. René? Oui, bonjour tout le monde. René Tassi, je suis le président de l'association Écorelais. Et puis, au sein du travail de réponse, donc avec ADPLGF, Phare Sud et donc Écorelais, on représente les associations dans ce travail. Donc, merci à tous. Donc là, les personnes qu'on vous a présentées, ce sont les membres du comité de pilotage. J'en profite pour les remercier de participer à ce webinaire ce soir. Donc, en termes de déroulé, nous allons avoir 5 à 10 minutes de présentation du projet réponse et ensuite, différents membres vont présenter une action de leur collège. Ensuite, on aimerait avoir 30 minutes d'échange avec vous sur ce qui a été dit auparavant. Alors, en termes de modalités pratiques, juste avant de commencer, est-ce que vous pourriez couper vos micros, s'il vous plaît, pour éviter les parasitages ou les bruits de rue comme on a pu avoir tout à l'heure? Les questions, idéalement, on aimerait qu'elles soient plutôt tout à la fin. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, je le note, et du coup, on vous donnera la parole à la fin. À tour de rôle. Enfin, dernier point, c'est que si nous n'avons pas épuisé toutes les questions, les acteurs qui vous ont été présentés auparavant, là, se sont engagés à y répondre ultérieurement dans un deuxième temps. Donc, si jamais à la fin, on n'a pas pu répondre à toutes les questions, je vous inviterai à les mettre par écrit et puis on y répondra ensuite. Donc, est-ce que c'est tout bon pour vous? Donc, je rappelle, hein, le webinaire est enregistré. Donc, j'ai commencé par présenter le projet réponse succinctement. Donc, en vous partageant l'écran. Voilà.
Donc, le dispositif réponse, c'est un dispositif qui concerne les 21 communes du pourtour de l'étang de Berre. Vous les avez ici sur cette carte. Ce sont la première couronne du pourtour de l'étang et ensuite toutes les villes qui sont de Port-Saint-Louis jusqu'à Ansuès-la-Redonne. Et alors, comment est né le projet Réponse? En fait, en 2017, une étude est parue et a montré des résultats inquiétants en termes de pollution de l'air et surtout de ses effets sur la santé. Alors, ces résultats ont été infirmés ensuite par Santé publique France, puisqu'ils n'étaient pas corroborés par ses propres résultats. Mais il y a eu un climat d'inquiétude et très important chez les populations, ce qui se comprend, hein, c'est tout à fait légitime. Et donc, un sentiment aussi qui était un sentiment d'abandon, de laisser pour compte, voire même de mépris, quelquefois, qui a pu être exprimé. Donc, d'un côté, on avait les populations qui exprimaient ce mépris et donc une grosse tempête médiatique qui s'est déclenchée aussi, alors surtout en 2018, hein, mais on avait vraiment une grosse tempête médiatique avec des articles, que ce soit dans la presse écrite, la presse, les radios, les télé, etc. Et de l'autre côté, on avait les acteurs du territoire qui, eux, estimaient travailler au quotidien sur la problématique de la pollution de l'air et de ses effets sur la santé. Nous, on travaille avec ces acteurs du territoire. Donc, le SPI, c'est une instance de concertation qui regroupe État, collectivités, industriels, salariés et associations, dans l'ordre ou dans le désordre. Il n'y a pas de présidence au SPI, tout est collégial d'un bout à l'autre, aussi bien pour le bureau, le conseil d'administration, la feuille de route, etc. Donc, nous, on travaille au quotidien avec les acteurs du territoire et le cœur de notre métier, c'est de faire de la concertation sur l'environnement, le risque et l'industrie. Et donc, pour en revenir à mon histoire, à l'histoire en fait du territoire, même plutôt, c'est que quand il y a eu cette tempête médiatique, les acteurs, eux, se sont sentis démunis parce que faisant beaucoup de choses au quotidien et en même temps que c'était pas su. Et en même temps, conscient aussi que ça ne répondait pas forcément aux attentes qui avaient été exprimées ou qui pouvaient être exprimées par les populations. Donc, du coup, au sein du SPI, il a été proposé que l'on mène un projet de concertation avec les citoyens, ce qui n'est pas notre cœur de métier habituellement. Et donc, le projet, il était très simple, en fait. C'était aller au-devant des populations, des citoyens, leur demander quelles étaient leurs préoccupations, quelles étaient leurs inquiétudes en termes de qualité de l'air, hein, bien sûr, et d'effets sur la santé. Et de l'autre côté, les acteurs du territoire s'engageaient à répondre à ces attentes et à ces préoccupations. Donc, c'est ce que nous avons fait ici, donc de différentes manières. C'est ce que vous voyez sur cette diapo-là. Donc, avec soit des micro-trottoirs, soit des forums ouverts, soit des ateliers de participation, etc. On a été voir les populations des 21 communes du pourtour de l'étang et on leur a demandé qu'est-ce qui vous préoccupe, qu'est-ce qui vous inquiète. On a pris toutes les paroles qui se sont exprimées et on a aussi voulu garantir la fidélité par rapport à cette expression d'inquiétude et de préoccupation. Donc, on a mis en place certaines garanties, comme par exemple un garant de la Commission nationale du débat public ou comme par exemple le panel citoyen qui nous a accompagnés tout au long de la démarche. Et donc, quand on a fait cette écoute des populations, on a récupéré donc toutes leurs attentes et leurs préoccupations. Et c'est ce que vous voyez ici sur les slides. Enfin, sur les slides, là, c'est l'arbre des préoccupations et des attentes. Donc, on les a classées en différentes thématiques, hein, qui sont surveiller, réglementer, améliorer la qualité de l'air, la qualité de vie, pardon, et la santé, réduire les émissions, etc. Parce que vraiment, nous, notre objectif, c'était de récupérer toute cette matière, toute cette attente, toutes ces préoccupations. Donc, chaque petit papillon vert ici représente une attente. Mais ça peut être aussi bien améliorer la mobilité que prendre en compte la pollution visuelle, que réduire la pollution, que mieux informer, etc. Donc, c'est ce que vous voyez sur cet arbre-là, toutes les attentes que l'on a recueillies auprès des habitants du territoire. Et ensuite, nous sommes allés vers les acteurs avec ce travail-là et ils ont répondu à chacune de ces attentes. Donc, ça a été un premier travail. Les acteurs du territoire se sont saisis de tout ça et ont apporté
leurs actions. Et alors, il y avait des actions de différents types. Hein. Ça pouvait être soit des actions qui existaient déjà, qui se sont retrouvées renforcées par la demande et qu'ils ont remodelé ou peut-être adapté pour qu'elle soit plus en cohérence avec la demande. Ça pouvait être aussi des attentes complètement nouvelles qui n'avaient pas vu de réponse jusqu'à ce jour. Je pense par exemple à une consultation dédiée, mais Hélène y viendra plus tard. Donc voilà, nous avions donc une première réponse des acteurs du territoire. Mais nous, notre volonté, c'était aussi de vérifier est-ce que cette réponse est pertinente et répond bien à l'attente telle qu'elle a été exprimée. C'est pour ça que nous sommes allés revoir les populations. Nous leur avons demandé est-ce que vous jugez ce plan d'action pertinent ou pas. Donc c'est ce que nous avons fait. Il y a eu donc après ce dialogue itératif, il y a eu de nouveau des ajustements et ensuite nous avons fait un rendu, donc c'est les photos que vous voyez là, aussi également le 12 décembre à Martigues. Donc un plan d'action construit conjointement, population, citoyens du territoire et acteurs du territoire pour améliorer la qualité de l'air, réduire les pollutions et, in fine, améliorer les effets sur la santé. Enfin, réduire les effets sur la santé, pardon. Donc voilà, depuis ce rendu de plan d'action qui a eu lieu en décembre, les acteurs se sont engagés à le suivre, hein, bien sûr, et à apporter les réponses. Donc, c'est ce que nous faisons depuis cette année, avec donc un suivi du plan d'action. J'ai oublié de dire aussi, c'est que tout ce processus nécessite la plus grande transparence. C'est pourquoi nous avons mis en ligne sur la plateforme dispositif-réponse au pluriel.org, nous avons mis en ligne toutes les actions qui répondent à toutes les attentes des habitants du territoire. Donc, chacun peut suivre sur cette plateforme ces questionnements, les réponses qui sont apportées, les délais, les résultats attendus et les indicateurs quand il y en a. Donc ça, c'est un gros travail que nous avons mené sur toute l'année 2020, suivre ce plan d'action et évaluer son avancement. Donc voilà. Autre point, c'est que nous avons assorti cette démarche de beaucoup de médiatisation. Donc là, vous en avez quelques exemples. Donc voilà, j'ai vu qu'il y avait une question peut-être. Alors, quelqu'un a un micro allumé. Je me demande si ce n'est pas Monsieur Ciara. Oui, non, il faut éteindre le micro. Je n'ai pas encore de réaction. Alors attendez, je me mets en muet. Super, merci beaucoup. Voilà, donc là, c'était pour la présentation de réponses. Peut-être si vous pouviez, les uns et les autres, dans le chat, me dire en un mot ce que vous avez compris de ce dispositif, pour que ça commence à être un petit peu interactif. Donc, juste en un mot dans le chat, donc c'est le petit onglet conversation. Me donner en un mot ce que vous retenez en fait de ce que je vous ai présenté de la démarche réponse. Et ensuite, je vais passer la parole à nos intervenants, aux membres du COPIL qui vont vous présenter chacun une action. Donc, je vais déjà laisser la parole à Hélène. Alors, Hélène, si tu peux rallumer ta vidéo. C'est fait normalement. Très bien. Alors, je n'ai pas l'honneur de te voir, mais bon. La caméra est activée, pourtant. Ah, voilà, c'est ça. Ça y est, c'est bon. Tout va bien, on te voit, tu es en plein son. Parfait. Alors, donc, je te laisse présenter l'action. Oui, alors par contre, ça fait 2 fois que j'ai été déconnectée du site, donc j'espère que ça ne se reproduira plus. Bonjour, je vous présente dans un premier temps l'Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur, ou ARS-PACA, qui est un établissement public administratif sous tutelle du ministère de la Santé. Elle se compose d'un
siège à Marseille et de 6 délégations départementales à Digne, Gap, Nice, Marseille, Toulon et Avignon. L'agence définit, programme et s'assure de la mise en œuvre de la politique régionale de santé. Ces domaines d'intervention sont la prévention, la veille et la sécurité sanitaire, la santé publique et environnementale, les soins et les prises en charge médico-sociales, l'organisation des soins de proximité et des soins hospitaliers. Depuis sa création, l'ARS PACA compte près de 600 personnes de l'État et de l'assurance maladie. Je vous présente maintenant plus particulièrement les missions du service santé-environnement dans lequel je travaille à la délégation départementale des Bouches-du-Rhône. La santé environnementale est une démarche globale de protection et de promotion de la santé de la population actuelle et des générations à venir, sous l'angle de la sécurité sanitaire et de la promotion de la santé. Le champ d'intervention des ARS en santé-environnement s'organise autour de 3 grandes thématiques: la prévention et la gestion des risques pour la santé humaine liés à l'eau, les eaux potables, thermales, de loisirs, de baignade, etc. La prévention et la gestion des risques dans l'environnement extérieur, en évaluant les impacts liés aux activités humaines, la qualité de l'air extérieur, etc. Enfin, la prévention et la gestion des risques dans les espaces clos, l'habitat insalubre, l'amiante, le plomb, la qualité de l'air intérieur, etc. Les principales missions des personnels en santé-environnement de l'ARS sont l'expertise, le contrôle et l'inspection en application de la réglementation sanitaire et l'intervention pour la gestion de situations d'urgence liées aux intoxications environnementales comme le monoxyde de carbone, les légionelloses, le saturnisme infantile, les eaux contaminées, etc. Maintenant, je vous présente aujourd'hui l'action mise en œuvre par le centre hospitalier de Martigues dans le cadre de réponse en partenariat avec l'ARS et la région Sud. Cette action avant tout vise à répondre aux attentes et aux préoccupations de la population et des professionnels de santé du territoire qui s'interrogent sur les conséquences sanitaires liées à la pollution industrielle sur le pourtour de l'étang de Berre et qui souhaitent une consultation médicale dédiée adaptée à cette zone. Le centre hospitalier de Martigues a ouvert le 1er septembre 2019 une consultation du risque pour les pathologies liées aux expositions professionnelles et environnementales au sein du centre de consultation médicale de Port-de-Bouc. Les critères d'inclusion à cette consultation sont les cas de cancer bronchopulmonaire, de cancer hématologique et de syndrome myélodysplasique et qui sont adressés par leur médecin traitant ou leur spécialiste. Également, les patients orientés pour une suspicion de maladie professionnelle et environnementale et habitant la ZIP de Fos-Berre, qui compte donc 21 communes. Les objectifs de cette consultation sont de récupérer les cas ciblés et domiciliés sur le territoire de la ZIP, de révéler des activités de travail exposées à des cancérogènes et des expositions environnementales, résidentielles, d'aider à la constitution de dossiers de reconnaissance et à la réparation des cancers professionnels, et enfin de contribuer à la prévention des situations d'exposition et à l'assainissement des postes de travail. Les patients sont pris en charge par un binôme constitué du docteur Michel Mouisset, médecin praticien hospitalier en poste au centre hospitalier de Martigues, qui consacre une partie de sa mission à ce projet, permettant d'améliorer la qualité de vie et les conditions de travail sur des postes à risque. Et d'une enquêtrice coordinatrice, Madame Cyrielle Orenès, anthropologue de la santé et épidémiologiste, justifiant d'une expérience de plusieurs années à l'INSERM et à Santé publique France dans le domaine des cancers environnementaux et professionnels. Avec le consentement des patients, ils réalisent des entretiens individuels approfondis qui seront ensuite complétés par une enquête sur le terrain, associant divers partenaires, médecins traitants, spécialistes, médecins du travail, toxicologues, CSSCT, c'est-à-dire anciens CHSCT, référents associatifs, etc., et visant à documenter l'étude des causes professionnelles et ou environnementales de leur maladie. Nous pouvons vous communiquer aujourd'hui les premiers résultats depuis le lancement de l'action. 9 patients ont été reçus en consultation ou visités à domicile.
La flyer d'information a été élaboré. Les partenaires susceptibles de participer au futur comité d'experts ont été contactés. La consultation a participé à des rencontres et événements en lien avec la thématique santé, travail ou santé, environnement. Elle a créé des listings de professionnels de la zone ciblée. Pour conclure, Hélène, je crois qu'on t'a perdu sur la conclusion. Hélène? C'était pour conclure. Oui. Mon micro marche donc. Donc, oui, enfin voilà, l'attente qui était exprimée par les citoyens portait sur avoir une consultation qui soit dédiée aux soins, enfin qui soit dédiée, pardon, aux pathologies qui sont en lien avec le risque et l'environnement. Et donc voilà, c'est quelque chose qui a été mis en place dans le cadre de réponse depuis la toute fin de l'année dernière. Si vous le voulez bien, on va maintenant passer à Sébastien Mathieu. Oui, rebonsoir à tous. Ouais, c'est bon, vous m'entendez, Gwen? Oui. Oui, moi je t'entends, ça va. Ça marche. Alors du coup, ouais, alors Sébastien Mathieu, Atmo Sud. Alors, comme l'a dit Gwenaëlle en introduction, le programme a rassemblé autour du SPI des acteurs de territoire. Et en la matière, sur le sujet de l'air en tout cas, Atmo Sud est acteur depuis longtemps ce territoire. Alors on a changé de nom, hein, anciennement Airfobep ou Airmarax du côté de Marseille-Aix. On est depuis quelques années Atmo Sud, mais on est cet organisme, cet observatoire régional de l'air, dont les missions principales sont de surveiller la qualité de l'air, d'informer sur ce que l'on constate et d'informer en direct, hein, la plupart du temps, et aussi, et bien sûr, surtout, on va dire, de participer à toute action qui vise à améliorer le sujet de l'air en ce territoire. On s'est donc associé très très volontiers et on a été associé à ce projet, à ce programme Réponse, pour écouter. Alors, hein, Gwen, tu l'as dit, mais le principal sujet, la clé d'entrée en tout cas, c'était d'écouter les citoyens de ce territoire sur la thématique de l'air et de la santé et de recenser les questions, les attentes qu'ils avaient. Dans un second temps, et il est fondamental celui-ci, d'apporter les réponses, d'où le projet Réponse, d'apporter les réponses en rapport avec ces attentes des citoyens. Et donc, en la matière, Atmo Sud, hein, on souhaite être intégré à ce projet parce qu'on a un certain nombre de réponses déjà à apporter aux populations qui se questionnent sur un certain nombre de sujets. Et le troisième point est aussi d'engager des actions qui n'auraient pas trouvé de réponse, hein, ou des attentes resteraient sans réponse. Et donc, on s'associe là à ce projet pour, de façon collégiale, hein, mettre en place des actions qui répondront aux attentes qui n'ont pas trouvé de réponse. Je vais parler d'un projet, d'un programme spécifique que Atmo Sud va mener ou a commencé à mener, mais va intensifier dans ce territoire d'industrie, qui est en rapport direct avec des attentes qui ont été exprimées par les citoyens de cette zone. C'est au travers d'un programme Atmo Sud que l'on appelle programme industriel et qui vise principalement à renforcer le suivi dans ce territoire des particules ultra fines et des composés organiques volatiles. Alors, ce ne sont pas que les industriels qui émettent ce genre de molécules, mais en tout cas, nous avons intensifié le suivi de ces grandeurs-là dans le territoire. En même temps, en parallèle, on va poursuivre le suivi qui est engagé à Marseille, à Nice, dans des grandes agglomérations, pour pouvoir, à un moment donné, hein, donner des informations objectives sur voilà les niveaux qu'il y a à Rognac, parce qu'il y a un site de mesure, Rognac-Barjaquet, qui va être instrumenté. Voilà les niveaux qu'il y a à Fos-sur-Mer, parce que c'est un lieu qui va être instrumenté aussi. Et voilà les niveaux qu'il y a à Tamartigues, donc 3 grandes zones, hein, d'industrie, et au regard des autres mesures qui sont faites, par exemple, à Marseille ou Nice. Alors, je veux juste rappeler sur ce sujet des particules ultra fines qu'il y a un réel sujet de pollution de l'air et de santé, hein. Il y a des certitudes sur les effets néfastes que ces particules ultra fines ont sur la santé, non seulement sur le sujet de l'appareil respiratoire, mais aussi sur le cardiovasculaire. Donc, il y a des certitudes sur le fait que ce soit problématique.
Par contre, il faut garder à l'esprit qu'il n'y a pas de valeur réglementaire encore établie dans l'air ambiant, pas comme le SO2, pas comme l'ozone, pas comme le benzène, qui, pour ces molécules, il y a des seuils à respecter, à ne pas respecter. Mais on ne va pas attendre tous la réglementation. On commence à investiguer dans le territoire et à mesurer un peu partout pour au moins se positionner les uns par rapport aux autres. Y a-t-il des niveaux importants? À quel moment? Est-ce que c'est plus important ici ou là? Donc, c'est surveillance intensifiée des particules ultra fines et des composés organiques volatiles dans le territoire des temps de mer. Voilà, j'en ai fini. On t'entend pas, Gwen, quoi. Moi, je t'entends pas en tout cas. Pardon, excusez-moi. Donc, je propose qu'on passe tout de suite à Céline de la Métropole. Donc, Céline, pour nous présenter le projet DIAMS. Voilà, je remets mon micro, ma caméra. Bonsoir. Merci. Donc, voilà, donc moi, je représente une partie du Collège des collectivités, donc avec la métropole Aix-Marseille-Provence qui soutient donc le projet Réponse depuis le début. Donc, la métropole collectivité de 92 communes qui réunit un vaste territoire entre Marseille, l'étang de Berre et le territoire du Pays d'Aix, Aubagne et Salon, qui, dans le cadre de ses compétences, a vraiment deux documents cadres qui vont traiter de la question de la qualité de l'air, que sont le plan climat, air, énergie, et le plan de déplacement urbain. C'est vraiment dans le cadre de ces compétences, ces deux schémas un peu cadres qui vont structurer l'action de la métropole. Donc, dans le cadre de ces deux schémas, on a notamment, enfin, ce que je voulais aborder moi ce soir, c'était le projet DIAMS, qui vise à renforcer l'implication des citoyens sur la question de la qualité de l'air, notamment en donnant, en fournissant des moyens aux habitants de pouvoir mesurer eux-mêmes le niveau des particules dans leur environnement immédiat. Donc, à partir de début 2021, 2000 capteurs citoyens, alors c'est bête parce que comme je suis chez moi, je n'ai pas le capteur. Donc, 2000 capteurs seront distribués en fait sur l'ensemble du territoire et permettront de faire remonter un certain nombre de données qui seront mises à disposition sur une plateforme territoriale qui est en train d'être créée par Atmosud. Donc, Atmosud est un des partenaires de ce projet. Et donc, l'objet, c'est d'améliorer la connaissance en tout point du territoire, d'améliorer aussi la technologie des microcapteurs, qui sont des outils qui sont un peu nouveaux et dont peut-être vous avez entendu parler dans certains autres territoires français. Et puis, de faire en sorte qu'en se saisissant de ces capteurs citoyens, la population participe un peu mieux à la prise de décision et en tout cas la proposition d'action en matière de qualité de l'air. Voilà, c'est ça l'objet du projet Réponse. Donc, ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est un projet qui est financé par l'Europe pendant 3 ans et donc qui vise à financer de l'innovation au sein des collectivités. Voilà. Tu parlais du projet DIAMS, hein? DIAMS, pardon, pas Réponse, excuse-moi. Tout à fait. Merci Céline. Donc, je vous propose maintenant qu'on passe la parole à Marc Bayard. Donc, Marc, si tu peux réactiver ta caméra pour qu'on te voit. Voilà, c'est fait. Voilà, très bien, merci. Oui, donc, je me suis présenté tout à l'heure comme représentant des industriels au sein du GMIF. En fait, je suis aussi président d'une association qui s'appelle Environnement Industrie et qui travaille en collaboration avec les industriels sur l'évolution des réglementations en matière d'environnement et sur leur mise en place. Donc, on a les capacités d'organiser un travail collaboratif avec les industriels. Et ça nous est très utile dans le cadre de Réponse. Et avec le réseau du GMIF en plus, donc on a effectivement accès à l'ensemble des entreprises industrielles de la région et qui sont concernées donc par la démarche. Alors, on a tous été évidemment très sensibles à l'ensemble des attentes nombreuses exprimées. Et on a développé donc un certain nombre d'actions, donc des actions de type communication collective pour l'ensemble des industriels, améliorer la relation avec les riverains, un certain nombre de choses, donc qui vont permettre à la fois par le dialogue de mieux connaître aussi les problématiques liées aux nuisances et donc d'apporter des réponses par les industriels.
ceci étant, il ne faut pas se leurrer, la principale attente, on la connaît tous, hein, c'est de continuer à améliorer la qualité de l'air. Alors je dis volontairement continuer parce qu'on n'a pas commencé hier, hein, c'est des démarches qui sont en cours depuis de longues années, c'est jamais suffisant, hein, aujourd'hui on mesure des choses, on a parlé des particules ultra fines, donc on ne connaissait pas encore il y a 10 ans, donc tout progresse, la technologie progresse et on doit avancer donc tous ensemble pour améliorer les choses. Donc on reviendra après, d'ici probablement la fin de l'année, avec toute une palanquée d'actions spécifiques aux industriels pour justement la réduction des émissions dans l'atmosphère, hein, des diverses molécules, des divers polluants. Donc moi, ce que je vais vous présenter là maintenant, c'est ce qu'on est en train de démarrer, puisque c'est tout neuf, hein, puis on a fait le lancement hier d'un dispositif qui s'appelle Allo Industrie. Alors Allo, ça évoque le téléphone, mais en fait, on ne va pas utiliser le téléphone, puisqu'aujourd'hui, on s'est plutôt adapté aux moyens modernes de communication. Donc, c'est un système très simple, c'est une plateforme web où chaque industriel maîtrise sa page et peut donner des informations. Alors, c'est dédié à des informations sur des événements inhabituels, hein. Ce n'est pas pour donner des informations sur l'activité de l'entreprise ou les problèmes économiques qu'elle peut rencontrer ou autres, ou faire la promotion de ce produit, non, pas du tout. C'est uniquement là pour informer en cas d'événements inhabituels qui se produiraient sur un site, donc quelque chose qui est perçu de l'extérieur, une fumée, un bruit, une odeur, etc. Et donc l'industriel pourra mettre en place très rapidement une information factuelle sur cette plateforme. Il aura la possibilité aussi de pousser cette information sur des destinataires, hein, sur des listes de messagerie, notamment tous les participants au comité de suivi de site, les CSS, aux riverains, à toute personne donc intéressée. Et elle pourra aussi pousser cette alerte, c'est pas une alerte, mais cette information sur un compte Twitter. Donc, tout individu, hein, de la population peut s'abonner au compte Twitter, recevoir donc l'information ou, en cas de questionnement, parce qu'il constate des fumées ou des choses anormales, peut aller sur le site web et voir s'il y a des informations disponibles. Voilà, donc ce dispositif, ça répond à une attente générale qui est d'avoir une meilleure information, plus directe aussi. Donc l'enjeu pour l'industriel, c'est de donner une information claire, intelligible, factuelle et rapide. C'est pour ça que je disais le terme « Allo », il est un peu désuet, puisque téléphoner, apporter une réponse, etc., ou ce qu'on faisait jusqu'à présent, attendre d'avoir un communiqué de presse qui paraît le lendemain dans la presse, bon, tout ça, c'était un petit peu lent. Donc, il y avait une attente assez forte là-dessus, et ça permet aussi je dirais, d'inciter les industriels à communiquer systématiquement et améliorer la qualité de leur communication. On va travailler dessus pendant la période de rodage jusqu'à la fin de l'année, de façon à ce que ça permette de regagner, grâce à cette transparence, je dirais, de communication, un peu plus de confiance et de crédibilité donc vis-à-vis de la population sur les agissements de ces industriels, les problèmes qu'ils peuvent rencontrer et apporter des explications. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Je suis bref parce qu'il y a d'autres personnes qui doivent parler et on a des questions aussi derrière, donc je m'arrête là. Donc, je vais maintenant laisser la parole à René et je note bien toutes les questions. On les prendra à la fin, merci. Donc je laisse la parole à René sur Décorrelé. Oui. Est-ce que j'ai mis le... Oui, je regardais si le micro était en fonctionnement. Donc, je rappelle, donc, le Collège des associations fait partie donc, de ce dossier projet-réponse. Nous sommes 3 associations, la DPLGF de Fos, les Phare Sud et Écorolé. Le but donc, des associations, hein, qui a quand même une action importante, hein, c'est donc la partie, c'est ce regard critique de tout ce qui est proposé. Le but, c'est de le garder, ce regard critique, et de ne pas mettre le couvercle sur les problèmes. Donc,
on a mis en place plusieurs actions. Et l'action de suivi, c'est l'action la plus importante. On a un comité de pilotage dans lequel on a intégré le panel citoyen. On a un groupe de suivi du plan d'action. Et depuis peu, on a un groupe de travail de lecture des fiches. Donc, toutes les fiches, toutes les actions vont être lues par un mini-groupe qui est donc composé essentiellement des associations. L'important, donc, les associations président le groupe de suivi, elles définissent les modalités de suivi, elles veillent à la mise en œuvre du suivi réalisé par le S3PI. Donc, c'est bien le S3PI qui fait le suivi et nous, on vient là pour se conforter de ce qui est fait. On veille à ce que les contenus des fiches d'actions soient bien compréhensibles par tout à chacun. Et aussi, on veille aussi aux résultats de l'avancement des actions qui répondent bien donc, aux attentes de la population. Les actions, les associations s'adressent au S3PI qui assure le suivi technique du plan d'action. Et on peut mettre là, par rapport à cela, des avis, des observations sur les mises à jour, si elles sont assez rapides ou si elles correspondent aux attentes. Dans ce cas-là, s'il y a des retards ou autres, on est chargé aussi de relancer les porteurs. Donc, les porteurs peuvent être à la fois les industriels, les collectivités locales, etc. L'important, c'est donc montrer qu'on est à la manœuvre et que le projet ne s'éternise pas non plus. Aujourd'hui, on a un petit bilan au mois de septembre, en début septembre, sur 112 fiches actions. On a un très bon retour des porteurs, 92, et on a une mise en œuvre des actions pour 48% des actions. Des résultats sont présentés pour l'année. Donc, on voit, excusez-moi, mon téléphone n'est pas à l'arrêt. On voit qu'il y a une très bonne réactivité de l'ensemble des porteurs d'actions. Et puis, on a même des actions nouvelles qui ont été mises en place par rapport justement aux attentes et par rapport à l'analyse des fiches. Voilà, je pense que j'ai dit en gros ce qu'il fallait dire. Très bien, merci beaucoup René. Donc là, moi j'ai noté surtout une question pour l'ARS et des questions autour de Diams. Est-ce que Hélène, tu es toujours avec nous? Oui, tout à fait. Du coup, et peut-être profiter pour en faire ta conclusion rapidement. Une conclusion? Pardon. Non, c'est toi qui vois. Tu sais, comme tu as été coupé avant ta conclusion. Ah, mais je ne savais pas, justement, je ne m'en suis pas rendu compte. Donc, je sais plus où j'étais. Vous avez entendu quand même les retours, les premiers résultats de… Oui, tout à fait. Ça, oui. C'est juste ce que tu as dit pour conclure. D'accord. La conclusion, c'était la bonne nouvelle que l'ARS a renouvelé le financement de la consultation du centre hospitalier de Martigues afin de poursuivre le projet après le 31 juillet 2020. Voilà, donc pour un an à venir. D'accord. Et donc la question, alors c'est Sergio, peut-être Sergio, vous pouvez la poser vous-même, c'est celle qui est sur les personnes cancéreuses et leur localisation. Oui. Donc bonjour, moi je suis Serge Consolino de Istres. J'ai malheureusement un petit peu trop souvent des sujets d'enfants malades, dont un qui a une maladie extrêmement rare, puisqu'elle ne touche normalement que des garçons majeurs, et lui, il a commencé à manifester la maladie à 3 ans et demi. Maintenant, il a 6 ans, et il est parfois limite de la mort, et d'ailleurs, il est hospitalisé depuis le 24 août à la Timone. Moi, ce qui m'agace, c'est qu'il est tout à fait possible de dire, avec les informations que la Sécurité sociale a et l'ARS a, de dire simplement à tel endroit, il y a des personnes d'un certain âge qui ont du cancer de sang ou qui ont des cancers des poumons. Et lorsqu'on a ça, même une personne aussi simple que moi peut arriver à imaginer si à un seul endroit, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes respiratoires de type cancéreux ou des problèmes de sang de type cancéreux,
que la zone semble occasionner un problème. Et je ne comprends pas, et je dirais même que je n'admets pas, et je ne suis pas le seul à avoir cette attitude, que ni l'ARS ni la sécurité sociale n'osent pas nous communiquer simplement une carte sans nous dire qui sont les personnes, où elles habitent, mais simplement à dire, par exemple, sur la région d'Istres, il y a tant de personnes qui ont des cancers de sang, elles ont en moyenne de 5 à 50 ans. Ça nous permettrait éventuellement de nous poser des questions si on fait bien de se localiser à tel endroit ou pas, parce que voir un enfant de 3 ans et demi atteint d'une maladie qui d'ordinaire touche des adultes garçons et de ne pas vouloir essayer de ressentir ce que peut ressentir les parents et aussi l'enfant, je trouve ça assez criminel. Donc moi, je voudrais comprendre pourquoi les instances d'État ne veulent pas dire ces éléments qui sont quand même assez simples, que je ne suis pas le seul à vouloir avoir. Donc, est-ce que l'ARS peut nous dire pour quelles raisons les citoyens à qui on doit rendre des comptes ne peuvent pas avoir ce type de réponse? D'accord, merci Monsieur Consolino. On va peut-être laisser Hélène répondre. Il y a beaucoup de choses dans votre question. Oui, il y a beaucoup de choses. J'ai bien entendu la nécessité de produire, de mettre à disposition une carte des pathologies, en fait, des différentes pathologies et surtout de l'excès de pathologies qui peut être observé sur le territoire de l'étang de Berre. Ce travail a quand même été réalisé et présenté il y a 2 ans ou 3 ans avant le démarrage du dispositif Réponse. Enfin, je dis des chiffres comme ça, mais je n'ai pas les chiffres devant les yeux. Et ce travail a été présenté par l'Observatoire régional de santé avec justement une présentation publique des maladies et des excès de maladies observés sur cette zone par rapport au territoire national. Donc, on peut tout à fait vous le recommuniquer. Alors, ce n'est pas nominatif, bien sûr. Hein. Pardon, Hélène, j'en profite pour dire que justement, avec l'ORS, avec l'Observatoire régional de santé, on a travaillé à une mise à disposition de ces données sur le site Réponse. Donc, dans Panorama de territoire, il y a les cartes sur les effets sur la santé. Très bien, d'accord. Voilà. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, les administrations et notamment l'Agence régionale de santé ne nient pas l'existence d'une problématique santé autour de l'étang de Berre. Alors, elle est présentée avec les études scientifiques qui argumentent en fait ces sujets-là. Donc, voilà, je pense qu'il n'y a pas de méconnaissance ou de tabou sur le sujet. Et c'est bien la raison pour laquelle l'ARS finance des actions de meilleure connaissance de la santé et voilà, de caractérisation de la santé du territoire. Merci Hélène. On va passer la parole peut-être à Monsieur Ciara, si vous pouvez aussi allumer votre caméra. Vous avez posé plusieurs questions, notamment à l'ARS sur la consultation. Oui. Je représente ici l'Union régionale des professions de santé et vous savez que je suis basé à Istres, donc les questions sur Istres m'interpellent beaucoup. Je sais parfaitement que nous avons un véritable cluster de maladies cardiovasculaires, cancer. Nous avons vraiment beaucoup de pathologies. Nous le voyons à travers nos patients et on est obligé de se frotter les yeux quand on regarde les images des cartes statistiques fournies par l'ORS en particulier. Et je fais donc partie de la commission santé-environnement à l'URPS et toutes ces questions agitent beaucoup le microcosme médical et les patients. Parce que beaucoup de patients
me disent il faut qu'on fuit cette zone, on a trop de gens autour de nous qui ont des pathologies. Donc c'est une évidence qu'il faut que l'ARS se penche là-dessus, mais malheureusement, effectivement, ça reste relativement opaque pour les patients. Il faudrait un véritable retournement de tendance et que l'ARS explique aux patients qu'il ne faut pas dormir à l'ombre des usines. Malheureusement, ça a des répercussions économiques énormes sur l'habitat. Tous les gens qui vont à Fos le savent. Le maire condescendant a supprimé la taxe foncière ou la taxe d'habitation, ou les deux, je ne sais plus. Mais en fait, c'est quand même énorme. Ça veut dire qu'on reconnaît qu'à cet endroit, il est plus que soucieux d'habiter et de vivre à cet endroit. Voilà, maintenant, j'ai une remarque aussi sur les déplacements qui sont énormes dans notre région, avec les difficultés très importantes. Il suffit de se pencher sur l'axe de l'A55 pour voir ce que ça donne. Je ne parle pas des autres axes que je connais moins, mais je peux vous dire que l'immense quantité de camions que l'on côtoie, et je le sais quand je vais à Marseille, je le vois bien, avec tous ces gens qui sont tout seuls dans les voitures, moi, j'ai honte. J'ai honte parce que j'ai l'impression que je vis dans le tiers-monde. Je répète, des décisions auraient dû être prises il y a des décennies en arrière pour désenclaver l'étang de Berre. Si nous étions des Parisiens, nous aurions le RER avec toutes les lettres de l'alphabet autour de l'étang. Et nous ne l'avons pas pour des centaines de milliers de personnes. Nous avons au moins 8000 Istréens qui se déplacent sur Marseille ou les environs. 8000 Istréens qui sortent de leur ville pour aller travailler. S'ils supprimaient la voiture, si à la place nous avions des trains adaptés, voire des RER, et là c'est des décisions très hautement politiques puisque ça coûte très cher, eh bien nous n'aurions pas cet excès de pollution qui est principalement dû au transport. Ne l'oublions pas, les usines polluent, les gens polluent, mais les transports ont une part qui n'est pas négligeable du tout. Et je ne comprends pas qu'en haut lieu, on ne réfléchisse pas à faire de la voie centrale de la 55 un RER rapide comme je le vois en Allemagne, quand je le vois en Hollande. C'est inadmissible de ne pas avoir un tracé qui fait le tour de l'étang et qui desservirait en particulier les facultés d'Aix ou de Marseille avec des étudiants qui habiteraient avec bonheur près de leur famille sur Miramas, Martigues, Salon, etc. Voilà, ce sont des décisions. Moi, je veux bien voir qu'il y a un projet Diams, mais tant que vous n'aurez pas supprimé des milliers de voitures sur l'A55 et des milliers de camions qui y circulent, on n'avancera pas. Voilà, Alors, ce sont mes réflexions sur plusieurs sujets. D'accord, merci Monsieur Sarra. On va quand même laisser un petit peu de temps pour la réponse et pour les autres participants. Donc peut-être Céline, des réponses sur la mobilité ? Alors, sur la mobilité, je pense que ce monsieur l'a très bien dit, des décisions auraient dû être prises il y a très longtemps et donc aujourd'hui, on est plutôt en train de mettre des pansements sur des plaies qui sont grandes ouvertes. Pardon, j'ai un mauvais réseau. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon. Voilà, donc aujourd'hui, le plan de déplacement urbain, il est mis à la concertation. Hein, donc vous avez certainement pu voir qu'il y a des actions qui sont prévues, notamment sur les poids lourds, notamment sur le fer, notamment sur le covoiturage. Voilà. Après, est-ce que c'est à la hauteur? Certainement pas, d'autant que l'État n'a pas honoré, entre guillemets, sa promesse de financement, ce qui était un peu la condition dans laquelle la métropole devait se créer, c'est que l'État abonde largement sur cette question des transports, comme vous l'avez dit, il a pu le faire en région parisienne, et ce qui n'a pas été le cas ici. Donc voilà, donc c'est sûr qu'on est sur un rattrapage d'une situation qui n'est pas idéale, quoi. Voilà. J'ai pas beaucoup plus. Enfin, je partage votre constat. Hein. Enfin, je veux dire, voilà, on est sur plusieurs explications, sur un étalement urbain, sur un étalement des activités qui sont loin des lieux d'habitation. Voilà, donc il y a tout un tas de choses qui font que aujourd'hui les déplacements dans les Bouches-du-Rhône sont compliqués, quoi.
Alors, j'en profite tant que tu as la parole, là, parce qu'il y avait des questions sur le lien Diams. Alors, je n'ai pas tout suivi. Oui, sur alors Internet. j'ai un peu regardé. Donc, effectivement, aujourd'hui, les seules infos qui sont bien à jour, c'est celles qui sont sur le site Internet là, c'est de la métropole, hein, sur les actus de la métropole. Donc, c'est le lien qu'a donné Alexandre. Voilà, les autres liens, donc effectivement, je suis comme vous, je suis allée cliquer, ça n'amène à rien. Et en tout cas, il y a eu un site internet créé au début du projet, mais qui n'est plus du tout à jour, donc c'est pas la peine d'y aller. Les actus sont sur le site internet de la métropole. À partir de la fin d'année, il y a un site internet qui sera dédié à Diams, qui permettra aux habitants de pouvoir s'inscrire pour récupérer un capteur et rentrer dans le dispositif. Mais vraiment, le dispositif avec les citoyens est mis en place sur l'année 2021. Donc voilà, donc c'est plutôt sur la fin de l'année où la communication sera faite par là. Donc le SPI et le projet réponse sont bien identifiés comme un des relais, notamment sur la partie ouest de la métropole, pour pouvoir nous aider dans l'animation du déploiement des capteurs. Donc voilà, je pense que Gwenaëlle se fera le relais au moment où on lui fera passer l'info. Et alors, une autre question aussi sur le projet de Diams, est-ce qu'il est lié à l'Institut éco-citoyen? Alors, pas directement. La métropole a d'autres partenariats avec l'Institut éco-citoyen sur des conventions de recherche plus pointues sur un certain nombre de sujets. Après, l'Institut peut être un relais, voilà, mais l'Institut n'est pas un partenaire direct du projet Diams. Merci bien. Alors, Sébastien, il y avait une question sur les nanoparticules. Alors, tu as bien insisté, mais peut-être faire la différence entre PUF et nanoparticules, c'est peut-être un besoin d'éclairage là quand même. Allez, alors oui, je reprécise un certain nombre de choses et ça fait un moment que je voulais le dire, c'est que je suis Atmos Sud, certes, mais je suis dans un collège adossé à vos différents collèges, qui est un collège d'experts, dont l'Institut éco-citoyen fait partie, hein, le CEREG aussi, hein, le Centre européen de recherche là, qui est à l'Arbois, et aussi le pôle santé handicap du Pays de Martigues. Voilà, hein, nous sommes tous experts et collaborons à ce projet. Donc les nanoparticules, ouais, j'ai vu la question. J'ai dit effectivement que les particules ultra fines, et déjà en le disant, je sais très bien que la définition n'est pas très claire, particules ultra fines, et donc ce que je veux juste, j'ai dit que les particules ultra fines posaient assurément problème à la santé, et notamment sur l'appareil, sur le cardiovasculaire, hein, pas que sur le respiratoire, sur le cardiovasculaire. Et alors, je reprécise que les particules ultra fines, ça parle de nanomètres, effectivement, c'est des nanomètres. Alors, selon les matériels, on peut appréhender des 5 nanomètres ou des 100 nanomètres ou des 1000 ou un micromètre. Bref, les particules ultra fines, vous en entendrez forcément parler, nous, Atmos Sud notamment, mais le projet SPI Réponse donc en fera écho. Et donc, je pense que très bientôt, il y aura des informations qui précisent clairement de quoi il s'agit. PUF, c'est quoi? Quel diamètre? Et qui se précisera aussi les niveaux que l'on mesure ici et les niveaux qu'on mesure là. Mais oui, je confirme que c'est un sujet de santé, assurément. Très bien, merci bien. Donc, une petite dernière question, si vous le souhaitez. Alors, ouh là là, du coup, il y en a beaucoup. Oui, ben la réponse est venue dans le chat. Hein. Effectivement, les nanoparticules, est-ce que toutes les nanoparticules peuvent nuire? Alors attention, les nanoparticules, il y a celles que l'on respire, comme parlait Sébastien, mais il y a aussi les autres que l'on ingère, etc., qui passent par d'autres voies. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Par contre, si vous le souhaitez, nous avons sur le site du SPI fait un séminaire sur les nanoparticules et donc vous avez tous les éléments dans les onglets Axes de travail, santé-environnement. Bon, je crois que nous avons eu la dernière question. Si vous le souhaitez, oui. Est-ce que vous m'entendez? Sébastien Jolac de l'ABB. Bonjour, rebonjour. Bonjour, je suis désolé, vous n'allez pas partir tout de suite. J'ai levé la main plusieurs fois, j'ai essayé de poser des questions. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça arrive. Je vais faire rapide, j'avais juste une remarque, parce que je pense qu'il y en aura d'autres. Donc, je suis Sébastien Jolac de l'association ABB de Rognac.
Tout d'abord, merci pour cette petite réunion. Elle a le mérite d'exister parce que malheureusement, dès qu'il y a des problèmes de pollution sur les réseaux sociaux, on voit 200 000 personnes mettre des commentaires, mais dès qu'il faut participer à une réunion ou être dans l'action, on ne voit pas grand monde. Donc, merci pour ce que vous faites. Ma question est simple, justement, c'est par rapport à la communication et notamment en ce moment avec le torchage sur Berre avec l'antenne Basel. Donc, pour information, il y a une réunion demain soir à 18h ou 18h30, justement, sur site, enfin, quand j'ai sur site à Berre avec le maire, Sébastien d'ailleurs, d'Atmosud, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je serai là pour y participer. J'ai eu la confirmation ce matin de la mairie que pour l'instant, c'était toujours maintenu. Oui. Donc, c'était surtout, voilà, je voudrais juste vous alerter, c'est surtout en termes de communication. Je sais que vous affichez pas mal d'informations sur vos sites. Vous essayez d'être le plus transparent possible. Cependant, aujourd'hui, alors je vais parler pour Rognac, le Rognac et lambda, il est abonné au groupe Tuer de Rognac-ci ou Tuer de Vitrolles-ci, enfin tous ces groupes voilà, Facebook et j'en passe. Et ils ne sont pas en mode je vais chercher l'information, mais ils sont plus en mode j'attends de recevoir l'information. Alors, c'est peut-être pas la bonne éducation, mais il faudrait vraiment vous appuyer sur les associations qui, eux, n'hésitent pas à transférer et à alimenter les réseaux sociaux, où il faudrait vraiment faire un effort de votre part, ou alors un effort où c'est déjà peut-être fait, mais en tout cas, effectivement, que Réponse puisse être dans tous les groupes des villes du pourtour de l'étang. Donc, surtout, généralement, le groupe phare, c'est situé de Rognac, enfin, situé et vous mettez la ville. Et généralement, vous avez à 90% tous les habitants qui sont sur ces groupes-là. Donc, ça serait effectivement pas mal en termes de communication. Et notamment, comme je disais, sur le torchage, il y a encore des gens qui pensent que quand il y a une flamme qui sort, que ce n'est pas lié à un incident, que c'est volontaire. Bon, je ne vais pas vous faire l'historique, mais voilà. Donc, il y a vraiment une communication à faire et il faudrait vraiment vous appuyer sur les associations. Alors, je ne sais pas si on ne pourrait pas identifier une ou deux associations par ville qui prendraient en charge la communication dans les réseaux sociaux, donc Twitter, Insta et Facebook pour l'instant, sachant qu'on le fait déjà pour plein d'autres choses. Je pense que ça serait vraiment bien, parce enfin là, sur le forum des associations qu'on a eu en début du mois, c'est catastrophique. Quand on voit les remarques et ce que nous disent les gens, je pense qu'il y a vraiment un gros travail à faire. Donc, appuyez-vous sur les associations. Je ne pense pas qu'ils seraient contre jouer le rôle du médiateur, quoi. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup pour cette proposition. J'en prends bonne note et je reviendrai vers vous avec grand plaisir pour justement aller dans ce sens-là. Merci pour cette excellente petite idée. Jean-Jacques, tu avais une question? Tu as levé la main et après il y a René Tassi et ensuite nous conclurons. Bon, en fait, je voulais aussi un peu parler puisque j'ai des problèmes de connexion, donc je n'ai même pas pu me présenter. Bon, il faut savoir que parmi les différents collèges, il existe aussi le collège salarié que je représente en faisant partie du syndicat FO. Nous avons l'avantage en tant que salariés d'être à la fois à l'intérieur des entreprises et à l'extérieur. Donc, on a une vision à la fois, je dirais, technique et à la fois en tant que faisant partie de la population avec nos familles, nos relations extérieures, ce qui permet d'avoir un regard de vigilance par rapport à ce qui se fait. Puisque c'est vrai que des fois, par le passé, on a pu dénoncer des mauvais fonctionnements, on va dire, pas forcément voulus, mais il faut être transparent là-dessus. Et c'est vrai que ce projet Réponse permet justement d'acter que beaucoup d'efforts sont faits et que nous participons activement de l'intérieur et de l'extérieur à la mise en place justement de l'information tout public. Voilà. Merci bien, Jean-Jacques. René, tu as baissé la main. J'en conclus que tu ne souhaites plus intervenir. Non, je ne voulais pas la laisser lever, non, je vais intervenir. Je voulais rebondir sur ce qui a été dit par la personne de Rognac, les associations. Moi, je trouve qu'on manque d'associations représentatives sur l'est de l'étang de Berre. Donc, il est, après tout, pourquoi pas les Rognacais, les gens de Berre, etc.
il y a la possibilité aussi d'adhérer au SPI. Hein. Donc, c'est aussi une manière aussi d'apprendre des choses et de les faire connaître. Donc, on peut aussi travailler avec les associations hors SPI, entre guillemets, enfin, bon, mais autant y être. Donc, moi, je fais un appel aux associations, qu'elles soient dans réponse ou pas, mais j'appelle aux associations à venir s'inscrire au SPI. C'est pas très cher et au moins, ça donne une très bonne représentativité de la zone. Merci René. Oui. Si je peux me permettre d'ajouter, on n'a pas parlé justement des référents qu'on souhaitait mettre en place. Je suis désolée, Jean-Jacques, ce n'est pas le sujet de la réunion aujourd'hui et je préfère qu'on finisse parce qu'on avait prévu de durer qu'1 heure et donc là, on arrive à la fin de notre temps écoulé. C'était par rapport à la question qui a été mise en place des associations. Oui, mais c'était un autre domaine en fait, c'est quand même les collectivités, donc ce n'est pas les associations. Merci bien. Donc, je vais conclure. Si je ne me suis pas loupée, il n'y a pas d'autres questions. Donc, je vais conclure. Merci à tous les participants. Merci à vous d'avoir participé à ce séminaire, ce webinaire. C'était notre premier webinaire sur cette forme-là. Et merci aussi aux membres du COPIL de s'être prêtés au jeu, d'avoir répondu comme ça en direct à vos questions. Donc, cet enregistrement sera mis en ligne prochainement. Je ne peux pas vous dire quand, mais vous en serez informés. Et voilà, et je vous invite d'ores et déjà à l'événement annuel de rendu du plan d'action qui aura lieu le 8 décembre. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.